qui a l'air simple, mais qui est en fait hyper complexe. En 2025, comment on gagne de l'argent avec JetGPT? Nos sources sont incroyablement variées. On a des guides pour freelance, des témoignages, des discussions très techniques sur Reddit et même une étude académique qui a analysé, je crois, 50 cas d'entreprise. La mission est claire. On va décortiquer les stratégies, des plus simples aux plus ambitieuses, et surtout, séparer le mythe de la réalité. Et c'est essentiel, ça. Parce qu'au-delà des astuces pour arrondir ses fins de mois, ce que nos sources révèlent, c'est une vraie transformation des modèles d'affaires. L'étude que vous mentionnez, elle est fascinante. Elle ne se contente pas de lister des méthodes, elle analyse comment la création de valeur elle-même est en train de changer. On ne parle pas juste de nouveaux outils, mais potentiellement de nouvelles façons de penser une entreprise. D'accord, alors commençons par le plus évident. Le point d'entrée que tout le monde semble essayer, la création de contenu. Absolument toutes nos sources en parlent. Rédiger des articles de blog, des scripts pour TikTok, pour YouTube, des posts pour les réseaux sociaux, on voit ça fleurir partout, sur Fiverr, Upwork, Malte. C'est le cas d'usage le plus direct, oui. Et certains ont des résultats assez spectaculaire. Un des guides pratiques met en avant le cas d'un certain Martin, un rédacteur freelance. Il affirme générer 5 000 € par mois. Ah oui, quand même. Et son secret, c'est qu'il utilise ChatGPT pour produire une dizaine d'articles SEO longue traîne, chaque jour. 10 articles par jour. Chaque jour. C'est un volume de travail qui aurait été impensable pour une seule personne il y a quelques années. 10 articles. C'est impressionnant en volume. Mais attends, est-ce que ça transforme pas simplement le rédacteur en une sorte de superviseur de ferme à contenu? On perd toute la dimension créative du métier, non? C'est une excellente question. Et elle est au cœur du sujet. Ce qui est fascinant, c'est pas juste la productivité, c'est une mutation du métier. Martin, il n'est plus l'artisan qui passe des heures sur chaque phrase. Il est devenu le manager d'une micro-usine de contenu. Sa valeur ajoutée, elle n'est plus dans l'écriture elle-même, mais dans sa capacité à piloter l'IA, à vérifier la qualité, à optimiser pour le SEO. Et à gérer les clients, j'imagine? Exactement. L'étude académique appelle ça l'amélioration de la proposition de valeur. Mais en clair, ça veut dire que l'IA te rend pas seulement plus rapide, elle peut changer la nature même de ton travail. Donc la compétence clé, c'est plus tant de savoir écrire, mais de savoir demander. C'est ce fameux prompt engineering dont on entend parler partout. C'est une vraie compétence ou c'est juste un mot à la mode? Ah non, c'est devenu une compétence absolument centrale. Une source compare très bien un prompt vague du style écris-moi un post sur la productivité ». Oui, le truc de base qui donne un résultat tout plat. C'est ça, un résultat générique. Et il compare ça avec un prompt ultra précis. Tu es un expert en marketing digital, crée une stratégie en 3 étapes pour une TPE. La différence de résultat est abyssale. Donc non, ce n'est plus un mot à la mode, c'est un vrai métier. Un métier au point qu'on peut en vivre? Absolument. Il existe des plateformes comme Promptobase. C'est une place de marché en fait, où on peut acheter et vendre des prompts. Nos sources donnent un exemple. Un pack de prompts pour générer des scripts YouTube, vendu 4,99 $. Et ça se vend? Il a été acheté plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois? Faites le calcul. On parle de milliers de dollars juste pour avoir su formuler la bonne instruction. C'est la preuve que la valeur se déplace. De la production brute vers la conception de la requête. D'accord, donc pour le contenu à forte valeur ajoutée, le prompt est roi. Mais quid des services plus basiques? La traduction, la correction, la rédaction de CV. Est-ce que ce ne sont pas des marchés déjà complètement saturés, avec des prix tirés vers le bas? On peut vraiment encore gagner sa vie avec ça en 2025? C'est un point très juste. La concurrence est féroce. La stratégie qui est suggérée, c'est de se nicher, de se spécialiser. Plutôt que de la traduction généraliste, proposer de la traduction de documents juridiques, par exemple, ou de manuels techniques. Un guide conseille de se concentrer sur des textes très codifiés. Comme des contrats? Excel à cause de la structure, mais où une supervision humaine reste indispensable pour la validité légale, quoi. La clé, c'est d'opérer là où l'IA est forte, mais où le risque d'erreur impose une vérification humaine qualifiée. Et ça nous amène à une mise en garde qui revient partout, dans toutes nos sources. Ne jamais, au grand jamais, publier du contenu brut généré par l'IA. On nous dit qu'il faut reformuler, personnaliser, humaniser. Je comprends pour le lecteur, mais est-ce qu'on n'entre pas dans un jeu du chat et de la souris? On modifie le texte pour échapper à Google, qui lui-même s'améliore pour nous détecter. Ça s'arrête où? C'est exactement le jeu en cours. Mais l'objectif est double. Il y a la dimension SEO, bien sûr, pour ne pas être pénalisé, mais la raison la plus fondamentale, c'est que le contenu 100% IA est souvent Ennuyeux?
ennuyeux, voilà. Il manque une voix, une âme, une anecdote personnelle, une opinion. L'IA, c'est un excellent stagiaire. Il fait une première ébauche parfaite. Mais c'est à vous, l'experte, d'y injecter l'expérience, la personnalité. C'est ça qui va créer une connexion avec l'audience. Sans cette touche, on n'est qu'un bruit de fond. Donc, la personnalisation reste la clé, mais on reste coincé dans cet échange temps contre argent. J'imagine que la vraie question, c'est comment on sort de cette équation. Exactement. Et c'est la transition naturelle vers la deuxième grande catégorie, la création de produits numériques. L'idée, c'est de passer d'un modèle de service à un modèle de produit. On travaille une fois pour créer un actif qui potentiellement peut générer des revenus de manière passive. L'exemple qui revient tout le temps, c'est la création d'e-books ou de guides. ChatGPT peut aider à trouver la niche, structurer les chapitres et même rédiger des brouillons. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'on peut vraiment écrire un bon livre avec une IA ? On a tous vu passer ces e-books de 30 pages mal ficelés. C'est le risque, bien sûr, mais les sources qui décrivent des succès l'utilisent différemment. L'IA n'est pas l'auteur. Elle est l'assistante de recherche, le premier rédacteur. Le vrai travail de l'entrepreneur, c'est de définir une structure unique, de compiler les infos, de les vérifier De les réécrire avec son propre style. et d'y ajouter ses propres études de cas, son expérience. L'IA permet juste de passer de l'idée au premier jet en quelques jours, au lieu de quelques mois. C'est un accélérateur. Ensuite, des plateformes comme Amazon KDP ou Gumroad permettent de le distribuer dans le monde entier sans aucun coût initial. Et au-delà des e-books, nos sources parlent aussi beaucoup de formation en ligne. Le principe est le même, j'imagine. Le principe est le même, mais l'impact peut être encore plus grand. ChatGPT peut aider à créer le plan de cours, à rédiger les scripts des vidéos, à générer des quiz. On utilise ensuite Teachable ou Polia pour héberger la formation, mais le plus puissant, c'est quand on combine l'IA textuelle avec les IA de génération d'images ou de vidéos. C'est-à-dire ? On sort du texte. Une de nos sources présente le cas de Kélin, un entrepreneur en e-commerce. Il vend des vêtements. Avant, il devait organiser des shootings photos, mannequin, photographe, studio, un budget énorme. Et maintenant ? Maintenant, il utilise des outils comme Midjourney pour générer des images photoréalistes de mannequins qui portent ses créations. Et ça donne un bon résultat ? Il a réduit ses coûts de production de visuels de 90%. 90%. Ce n'est pas une simple amélioration, ça. C'est une disruption totale de son processus. Exactement. Et ces visuels, ou d'autres créations graphiques, peuvent eux-mêmes devenir un produit. On peut les vendre sur Etsy, Redbubble ou Adobe Stock. On passe de la réduction de coûts à la création d'une nouvelle source de revenus. D'accord, là, ça devient vraiment intéressant. On est passé des services aux produits. Mais plusieurs de nos sources, notamment cette discussion sur Reddit, vont encore plus loin. Elles parlent de construire une entreprise entière basée sur l'IA. Un SaaS, un Software as a Service. Ça sonne tout de suite beaucoup plus technique. Ça semble hors de portée si on n'est pas développeuse, non ? C'est l'idée reçue que ces sources cherchent justement à déconstruire. Le terme peut faire peur, mais la plupart de ces nouveaux outils sont ce qu'on appelle des GPT wrappers. Des GPT wrappers ? C'est un peu technique, mais l'idée est simple. Imaginez une jolie boîte cadeau qui enveloppe un moteur très puissant. La boîte, c'est votre site web. Le moteur, c'est ChatGPT. Et votre site communique avec ChatGPT via ce qu'on appelle une API. Pour simplifier, une API, c'est juste une porte d'entrée qui permet à votre appli de parler à ChatGPT. Et on peut construire ça sans savoir coder ? Oui, et c'est là toute la révolution. Une des sources, c'est une vidéo de l'entrepreneur Pierre Évrard. C'est un cas d'école. Il a créé un SaaS contenu.ia en 1 heure, en direct. En 1 heure ? Son service résout un problème très précis. Générer des posts LinkedIn à potentiel viral en 30 secondes. Et pour le construire, il a utilisé uniquement des outils no-code. Lesquels ? Software pour le site, Airtable comme base de données, et un outil d'automatisation, Make, pour tout connecter à l'API d'OpenAI, et Stripe pour les paiements. 0 ligne de code. C'est fou. Et comment il gagne de l'argent avec ça ? Son modèle est très simple. On s'inscrit, on a 3 crédits gratuits pour tester. Si on est convaincu, on peut acheter des packs de crédits, par exemple 10 crédits pour 10 €. Chaque crédit permet de générer un post. C'est un modèle clair, facile à comprendre, et qui permet de financer les coûts de l'API, tout en générant une marge. C'est incroyable ! Et si on reprend l'étude académique, ça doit être un cas d'école pour eux. C'est une illustration parfaite de ce qu'ils appellent la transformation de modèle d'affaires. Le projet coche toutes les cases. On a de l'automatisation des processus pour le client, on crée de nouveaux bénéfices clients, la rapidité, la viralité, et tout ça mène à une augmentation des revenus via un nouveau modèle.
Ce qui nécessitait une équipe de développeurs il y a 3 ans est maintenant faisable par une seule personne en une après-midi. Tout ça semble presque trop beau pour être vrai. Des revenus faciles, des entreprises montées en une heure. J'imagine qu'il y a un revers à la médaille. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Où est le piège? Le piège, c'est de croire que l'outil fait tout. Une de nos sources les plus critiques liste les erreurs fatales. La première est la plus fondamentale, déléguer sa stratégie à ChatGPT. L'IA est un excellent exécutant, mais elle n'a aucune vision business. Elle ne connaît pas votre marché, vos concurrents. Lui demander quelle entreprise devrais-je créer est le meilleur moyen de créer un produit générique sans âme Et sans marché. et sans marché. La deuxième erreur, La fiabilité de l'information, j'imagine? précisément, ne pas vérifier les sources. C'est le fameux phénomène des hallucinations. L'IA peut inventer des faits, des chiffres, des études qui n'existent pas. Et on ne parle pas d'une petite erreur. Une source cite un cas juridique où une IA a inventé une jurisprudence complète lors d'un procès. Oh là là. Imaginez devoir expliquer ça au juge. Pour une entreprise, reprendre une fausse info peut détruire sa crédibilité instantanément. La vérification, c'est pas une option, c'est une question de survie. D'accord. Stratégie et vérification. Quoi d'autre? La troisième erreur est de penser que l'IA est un gain de temps automatique. C'est un paradoxe. Sans un cadre très précis, on passe souvent plus de temps à corriger et reformuler qu'on en aurait mis à faire le travail soi-même. L'efficacité ne vient pas de l'outil, mais du processus qu'on met en place pour l'utiliser. Et la dernière? La plus importante, peut-être, oublier la place de l'humain. L'IA est un amplificateur de compétences, pas un substitut à l'intuition, à la créativité, à la vision d'un dirigeant. Le succès ne vient jamais de l'outil seul. C'est la collaboration intelligente entre l'humain et la machine. C'est votre vision qui guide, l'IA qui exécute. Inverser cette relation, c'est la recette pour l'échec. C'est très clair. Si on essaye de synthétiser, le fil conducteur, ce n'est pas l'outil lui-même, c'est la manière dont on le dirige. Que ce soit pour un simple service, un produit numérique ou un SaaS, le succès vient toujours d'une application très spécifique. On résout un problème précis pour une niche précise avec un prompt bien formulé. Et surtout, avec une couche humaine indispensable pour la stratégie, la vérification et la touche finale. C'est la conclusion parfaite. Et elle rejoint entièrement celle de l'étude académique. Selon les chercheurs, l'avantage concurrentiel durable ne viendra pas de l'utilisation d'outils standards que tout le monde possède. Il viendra de l'intégration profonde de l'IA dans des applications très spécifiques à un domaine. C'est ça qui crée des cas d'usage uniques et difficiles à copier. C'est là que se trouve la vraie valeur. Pas dans l'accès à l'IA, mais dans son application intelligente à un problème réel. Pour finir, j'aimerais laisser une pensée en suspens. Toutes nos sources se sont massivement concentrées sur la création. Créer de nouveaux contenus, de nouveaux produits, de nouveaux services. On est dans une logique d'addition constante. Mais quelle opportunité de marché pourrait émerger si on utilisait l'IA, non pas pour créer plus, mais pour analyser, synthétiser et améliorer la masse gigantesque de contenus qui existe déjà? Peut-être que la prochaine grande idée, ce n'est pas de créer, mais d'organiser le chaos existant.